Bonjour à toutes et à tous. Il y a un bruit de fond qui n'est pas agréable. Peut-être fermer les micros de ceux qui n'interviennent pas. Ce serait peut-être mieux. Voilà. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce deuxième webinaire taxonomie consacré au deuxième objectif. Alors, vous allez nous dire pourquoi est-ce qu'on fait le deuxième objectif de la taxonomie avant le premier. Eh bien, tout simplement parce que c'est probablement celui qui concerne le plus d'activités économiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé, avec mes éminents collègues à cette tribune aujourd'hui, que je vais vous présenter dans un instant, que ce serait intéressant de commencer par cela. Nous avons aujourd'hui la joie d'avoir comme intervenant, avant d'entrer en scène après moi-même qui ferai un petit point de droit, Emmanuel Druon, qui est le président directeur général de Pocheco, qui est une entreprise, mais il nous en parlera, qui fait des enveloppes en très très grand nombre et qui s'est lancée de manière très innovante et je dirais avec beaucoup d'antériorité dans la transformation de son entreprise et qui dirige aussi un bureau qui s'appelle le bureau ouvert qui fait de l'aide, de l'assistance aux entreprises dans leur transition, et Bruno Georges, qui est directeur du développement et de l'innovation du bureau Protéis, qui travaille également dans le secteur de l'assistance au développement durable, mais peut-être chacun d'entre eux pourra nous dire un petit mot de ce qu'ils font, mais cela vous montre la diversité des intervenants au sein du réseau TRIS. Alors, je vais faire un petit point de droit. J'espère ne pas être ni trop longue ni trop ennuyeuse dans les éléments que je vais vous donner, mais ils me paraissent importants pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, vous vous souvenez, on l'a présenté il y a 15 jours, le règlement taxonomie, 6 grandes catégories, adaptation au dérèglement climatique, c'est le deuxième. L'article 11 de ce règlement définit les activités et il les classe dans deux catégories, soit les activités qui incluent des solutions d'adaptation qui réduisent le risque d'incidence négative sur le climat et son évolution, soit réduisent ces incidences négatives sans accroître pour autant les incidences négatives d'autres domaines sur la population, la nature ou les biens. Deuxième catégorie, toutes les activités, c'est là où c'est vraiment très très large, je vais y revenir dans un instant, qui fournissent des solutions d'adaptation qui, outre le respect des conditions énoncées à l'article 16, vous vous souvenez, ce sont ce que l'on appelle les activités habilitantes. On en a parlé la dernière fois, c'est-à-dire les activités qui elles-mêmes n'apportent rien sur le plan climatique, mais aident d'autres activités à elles apporter sur le plan climatique, ce qu'on appelle les activités habilitantes. C'est donc les activités de solutions d'adaptation qui permettent directement à d'autres activités de prévenir ou de réduire les potentielles incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur la population, la nature ou les biens, sans accroître les risques d'incidences négatives sur une autre population, une autre nature ou d'autres biens. Alors, quels sont les secteurs économiques concernés? Pour le savoir, il faut se reporter non plus au règlement de juin 2020, mais à l'acte délégué du 4 juin 2021, qui définit à partir de son considérant 42 les critères d'examen technique qui sont à prendre en considération. Vous vous souvenez en effet, on en avait parlé la dernière fois, que pour qu'une activité ou un investissement, quand on est une banque ou un investisseur, puisse être considéré comme durable, il faut que celle-ci entre dans un certain nombre d'activités et qu'elle réponde à des critères techniques. Et donc, c'est cet acte délégué qui va définir ce que sont ces critères techniques. Alors, quels sont donc les domaines qui sont couverts par les critères techniques? Le texte est quand même très large et c'est en ça qui me paraît très intéressant. Il dit
Étant donné la nécessité d'accroître la résilience globale de l'économie face au changement climatique, il conviendra à l'avenir de définir des critères d'examen technique portant sur toutes les autres activités économiques. Autrement dit, toutes les activités économiques, quelles qu'elles soient, sont susceptibles d'entrer dans la catégorie adaptation, pour autant qu'elles mènent des activités au sein de leur activité générale d'adaptation ou qu'elles font des investissements dans le domaine de l'adaptation. Alors, c'est une liste à la Prévert. Vous avez d'abord tout ce qui concerne l'adaptation des infrastructures techniques, c'est-à-dire le transport, le stockage de l'énergie et le transport de l'énergie. Bien sûr, parce qu'il est clair que si les infrastructures sautent, c'est toute l'activité économique du pays qui est mise en péril. Vous voyez ce qui se passe quand on a un arrêt de l'électricité à la suite d'une tempête, par exemple. Deuxième secteur, plus surprenant, le secteur de l'enseignement, de la santé humaine, de l'action sociale, les arts, les spectacles et les activités récréatives. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient de faire dans la taxonomie? C'est surprenant. Personne n'attend ces activités-là. Et pourtant, qu'est-ce que dit le texte? Il dit elles fournissent des solutions et des services essentiels pour renforcer la résilience collective de toute la société et contribuer à l'éducation et à la sensibilisation aux enjeux climatiques. Cela veut donc dire que tout le secteur culturel, au sens le plus large du terme, de l'enseignement, de la formation, de l'information, entre de plein pied dans la taxonomie. Toutes domaine, c'est les solutions d'adaptation elles-mêmes, c'est-à-dire toutes les activités qui vont permettre une évaluation des risques et la mise en œuvre de solutions d'adaptation, en tenant compte de la nécessité de prévenir des catastrophes d'origine climatique ou météorologique, de gérer le risque de catastrophe et de garantir la résilience des infrastructures. Viennent ensuite les activités qui fournissent des solutions d'adaptation dans tous les domaines de l'ingénierie et du conseil technique. Oui, c'est extrêmement large. Et enfin, les activités économiques qui garantissent que ces activités sont rendues résilientes en fournissant à d'autres activités des solutions qui leur permettent de le devenir. Ça peut être des solutions physiques ou non, mais qui réduisent les risques, quels qu'ils soient. Et enfin, tout secteur économique concerné, application du principe général selon lequel ce n'est pas parce que vous entrez dans une catégorie, en l'espèce, s'adapter au dérèglement climatique, que pour autant vous êtes durable, il faut encore ne pas porter atteinte aux autres activités. Si on se réfère maintenant à la liste de l'annexe 2 de l'acte délégué et qu'on regarde les activités elles-mêmes, qui sont donc reprises dans l'ordre de la nomenclature ACE de l'Union européenne, on retrouve énormément d'activités, je vous les cite, la foresterie, la restauration de l'environnement et de la biodiversité, l'industrie manufacturière, l'énergie, la production et la distribution d'eau, les déchets, les transports, la construction et l'immobilier, l'information et la communication, les activités spécialisées scientifiques et techniques, les activités financières d'assurance, très important de mettre l'assurance dans ces domaines, c'est le rôle de l'assurance en matière de prévention des risques, l'enseignement, la santé humaine, l'art, les spectacles, les activités récréatives. Voilà, donc, vous voyez à peu près le domaine qui est couvert. Reste maintenant à savoir quels sont les critères techniques. Alors, j'irai beaucoup plus vite sur ce sujet, parce que je ne veux pas dépasser mon quart d'heure et je voudrais même être un peu en dessous. Alors, quels sont les critères d'examen technique? Les voilà. D'abord, donc, pour toutes ces catégories d'activités que je viens de citer, elles sont ensuite, le texte fait 200 pages hein, quand même. Donc, elles sont ensuite divisées par catégories d'activités à l'intérieur des grandes catégories d'activités. Mais la construction des critères techniques auxquels je vous renvoie, parce que ce serait trop long d'entrer dans les détails, est toujours à peu près la même. Quelles sont quelle est l'activité? Comment vous définissez votre activité? Ensuite, on rentre dans les critères d'examen technique eux-mêmes. Mise en place de solutions physiques ou non physiques, réduisant les risques. Évaluation préalable des risques climatiques, physiques et de la vulnérabilité de l'activité
liés au climat selon une méthodologie précisée. Comment les risques vont influer sur le déroulement de l'activité économique? Est-ce que cette activité est exposée à des risques climatiques et comment ceux-ci sont-ils évalués au regard de l'importance de l'activité? Quelles sont enfin les solutions d'adaptation qui ont été mises en place pour réduire ces risques? Vous avez ensuite les projections climatiques et l'évaluation des incidences qui doivent être fondées scientifiquement. Et enfin, l'examen des solutions d'adaptation mises en œuvre pour apprécier leur incidence sur le niveau de résilience aux risques des autres populations, de la nature du patrimoine culturel, des biens, des autres activités économiques. Enfin, il doit être précisé comment cette activité ne nuit pas aux autres objectifs, aux 5 autres objectifs du règlement. Je terminerai en rappelant que ce règlement est accompagné de 4 appendices qui viennent préciser ce qu'il faut entendre par aléa climatique, donc quels sont les critères d'aléa climatique. C'est très détaillé. Ensuite, vous avez un appendice qui détermine quels sont les critères génériques pour apprécier le préjudice lié à la prévention de la pollution et à la lutte contre la pollution chimique. Un appendice C qui précise, B qui précise le préjudice lié à la protection durable des ressources hydriques, et un appendice D qui concerne le préjudice lié à la biodiversité. J'en ai terminé avec cette présentation générale en espérant que je vous ai convaincu que cette catégorie, j'ai employé un mot un peu trivial, c'est un peu une catégorie fourre-tout. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les activités, dès lors qu'elles s'intègrent dans une vision de résilience et d'adaptation, peuvent s'intégrer dans le système de la taxonomie et donc être considérées comme des investissements durables avec toutes les conséquences financières et économiques qui s'y attachent. Voilà, j'en ai terminé et je passe donc, avec 2 minutes d'avance, et je passe donc la parole à Emmanuel Druon, puis ensuite à Bruno Georges, et puis ensuite nous aurons les questions que vous voudrez bien nous poser. Emmanuel, tu as la parole. Merci Corinne, merci beaucoup de me donner la parole et merci pour ces précisions. L'accompagnement des entreprises qui sont donc directement concernées par ces nouveaux règlements, l'accompagnement des entreprises peut se faire de deux manières, soit de manière conventionnelle et classique, des bureaux d'études peuvent produire un certain nombre de diagnostics et accompagner les dirigeants, et la plupart du temps, ces rapports restent dans les placards, mais on a fait le boulot. Je pense que ça ne suffira pas. Et je pense que l'engagement qui nous est maintenant demandé est un engagement qui va demander toute l'attention des entreprises et pas seulement de leurs dirigeants. Alors la chance que nous avons chez Pocheco et dans ce bureau d'études que nous avons créé avec Elodie Bia il y a maintenant plus de 10 ans, c'est que nous avons 25 ans de pratique pour concrètement baisser le poids de notre activité sur la santé humaine et sur l'environnement, et nous tenons ça en compte dans notre activité industrielle, qui est une petite activité industrielle du nord de la France. Nous produisons jusqu'à 2 milliards d'enveloppes en papier et nous avons donc confronté concrètement, de façon empirique, depuis 25 ans, des choix d'entreprise, des choix stratégiques pour, en effet, répondre aux 3 critères qui nous intéressaient, c'est-à-dire baisser l'impact de l'activité sur l'environnement, baisser l'impact de l'activité sur la santé humaine et gagner de la productivité pour rester compétitif sur le marché de la production d'enveloppes. Alors, je passe sur le fait que le marché de l'enveloppe est un marché en effondrement et que ça a évidemment comme incidence que nous avons aussi appris la sobriété et qu'elle nous a permis, cette sobriété, de tenir avec robustesse face aux aléas des marchés. Alors, j'utilise
avec force le mot de robustesse et que je vais, avec l'aide d'Olivier Amand, le biologiste, et qui, lui, applique ce concept sur l'environnement, je vais utiliser le terme de robustesse que j'opposerai à celui de performance. Clairement, l'entreprise capitaliste contemporaine, et depuis une cinquantaine d'années, est poussée à la performance. Je n'ai pas besoin de décrire les effets d'un système qui est dit performant en flux tendu et qui n'est donc pas robuste, on l'a vu au moment de la production des vaccins, au moment de la production des masques. Finalement, on est performant sur le court terme, on produit des résultats financiers pour un actionnariat international à court terme, mais dans les faits, quand il s'agit de faire face à une crise, par exemple sanitaire, alors là, tout s'effondre et le système démontre qu'il n'est pas robuste. Alors, à l'inverse de ce modèle, sur la base d'une analyse qui porte sur nos propres actes, sur nos propres façons de travailler, nous avons tenté de changer de paradigme et de considérer l'argent produit par le travail comme un moyen d'entreprendre et pas comme une fin en soi. Donc, on ne deviendra jamais le numéro 1 mondial de quoi que cela soit. La croissance de l'entreprise exponentielle n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'adaptabilité aux conditions nouvelles du dérèglement du climat. Ce qui nous amène aussi à nous questionner et à intervenir très directement sur la question de la fracture sociale, pour réactiver ce terme utilisé il y a maintenant quelques années par le président Chirac dans sa campagne. Donc, quelle est l'idée? Elle est l'idée que entreprendre sans détruire est un engagement, est une possibilité et peut-être même le seul objectif qu'on doit se fixer, c'est-à-dire pouvoir passer de la destruction créatrice prônée par Schumpeter dans les années 50 à l'idée d'entreprendre sans détruire. Et pour ça, nous avons, nous, dans notre entreprise, depuis 25 ans, tout changé. Changer les approvisionnements des matières premières, puisqu'on s'appuie sur une matière première qui est renouvelable à l'échelle du temps humain, en l'occurrence la forêt, mais à condition que la forêt soit elle-même traitée par coupe d'éclaircie et non pas par coupe à blanc, que l'on respecte le couvert forestier, que l'on respecte la biodiversité des espèces et qu'à chaque fois qu'on coupe un arbre, 10 soient replantés, ce qui est le cas dans le cas qui nous occupe. Nous avons choisi des fabricants de papier qui procèdent de cette manière-là. De sorte que d'un système industriel qui était destructeur de la ressource, nous sommes passés à un système industriel qui est producteur de la ressource. À chaque fois qu'on coupe un arbre, on en plante 10. Ça dure depuis 25 ans. On a planté 3 500 000 arbres. On en a coupé 350 000 pour fabriquer nos 2 milliards d'enveloppes par an. Comme on sait que c'est dans les 10 premières années de sa croissance qu'un arbre consomme et emprisonne le plus de CO2, nous avons aujourd'hui une entreprise qui est négative en CO2 de 50 000 tonnes par an. Alors, évidemment, c'est facile de regarder en amont par l'analyse du cycle de vie et l'éco-conception des matériaux. Il est facile de regarder en amont comment font les entreprises avec lesquelles on travaille. Il était plus complexe et très intéressant, je dois l'avouer, de se questionner sur comment on fait en interne. Alors là, nous avons tout changé aussi. Nous avons remplacé les encres toxiques par des encres à base d'eau et de pigments naturels sans métaux lourds. Nous avons changé nos colles contre des colles végétales qui étaient auparavant bourrées de composés organiques volatiles. On n'en a plus. Nous avons changé la fenêtre des enveloppes qui était en plastique, qui n'est plus en plastique, de sorte qu'à force de procéder de cette manière, notre usine est devenue zéro déchet. Alors zéro déchet ne veut pas dire qu'on ne fait pas de déchets, mais ça veut dire qu'on les trie et qu'on les recycle et qu'ils sont biodégradables. En fait, nous n'enfouissons rien et nous n'incinérons rien. Alors donc, sur la partie production, changement des matières, choix par l'analyse du cycle de vie, nous avons pu évoluer et le premier effet que l'on peut constater est double. L'effet sur l'environnement, je viens de l'évoquer, mais aussi et avant tout, l'effet sur la santé humaine. On n'utilise plus de produits toxiques, on n'a plus besoin de se protéger les voies respiratoires ou les mains quand on utilise des produits pour nettoyer les machines, par exemple. Mais ça n'était pas allé assez loin. Il fallait
procéder encore plus loin pour baisser l'impact de notre activité sur l'environnement et notamment du point de vue de l'utilisation de l'énergie. Alors là, nous avons, au moment de rénover la toiture de l'usine, qui était très ancienne, planté des panneaux photovoltaïques et une toiture végétale. Alors ces deux éléments-là nous permettent aujourd'hui de produire 50% de la consommation électrique du site sur place et de récupérer les eaux de pluie au travers du système racinaire, tout en restituant à l'environnement par l'évapotranspiration une partie de l'eau reçue sur le site. Ce qui nous permet aussi de réduire l'impact de notre activité industrielle sur notre environnement direct. Je pense en particulier au village dans lequel est située cette usine. 50% est produit sur la toiture, 50% par une éolienne. Nous sommes toutefois reliés au système électronucléaire centralisé français en cas en effet de nécessité. Mais enfin, la quantité d'énergie produite pour fabriquer nos enveloppes est produite intégralement par de l'énergie renouvelable. Alors, une fois qu'on a dit ça, il s'est agi ensuite de créer les conditions d'un corridor de biodiversité. En effet, toute entreprise industrielle artificialise le sol qui l'entoure. Sur ce site, nous sommes passés de 85% de surface artificielle à 85% de surface perméable, ce qui, dans le village dans lequel nous nous trouvons, a beaucoup d'importance parce qu'il faut en effet considérer que nous sommes dans une zone marécageuse et que très régulièrement des inondations arrivaient. Plus depuis que nous avons plus de 300 kg de vers de terre au mètre carré parce que la biodiversité… Emmanuel, je t'arrête une seconde. Quelqu'un me dit qu'on ne t'entend pas. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a un problème de son? Ah. Vous pouvez me dire? Margot, est-ce qu'il y a un problème de son? Moi, j'entends très Moi, bien. j'entends très bien, je n'ai pas de problème. Et Bon, on m'a… alors. Non, non, il y a une personne qui vient de dire qu'elle entendait très bien, qu'il n'y avait pas de souci. Bon. Et donc, ça me donne l'occasion de terminer sur cette description, mais c'est parce que nous nous attachons chez Pocheco et dans le bureau d'études ouvert.eu que nous avons créé, d'ailleurs, bureau lancé et parrainé par Corinne Lepage en 2012 quand nous l'avons mis en chantier ensemble. Ce bureau, aujourd'hui, accompagne 350 entreprises dans le monde et 30 000 salariés dans le monde vers cette méthode que nous avons, avec un mot que nous avons trouvé dans le livre de Corinne Lepage de 2008, Vivre autrement, le mot économie. Eh bien, nous avons mis en œuvre la méthode de l'économie un peu partout dans le monde, puisqu'on est allé jusqu'en Indonésie, au Mexique, en Argentine, en Chine, accompagné des multinationales comme Danone, comme L'Oréal, comme Thales et bien d'autres, et un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire. Je pense au sirop Monin, je pense à Le Safre. Enfin, on pourrait faire une longue liste. Il y a 350 entreprises accompagnées dans cette démarche qui consiste à adapter l'activité d'une entreprise aux conditions qui nous sont, pour le dire très vite, décrites par le groupement intergouvernemental des études sur le climat, le GIEC. Donc, nous considérons ici, et c'est peut-être la particularité de notre démarche, que les salariés de l'entreprise ne déposent pas leur citoyenneté à la porte de l'entreprise en prenant leur fonction le matin et que les inquiétudes qu'ils peuvent avoir du fait de l'information qu'ils reçoivent quant à la situation du climat ou de l'accumulation des déchets les concernent toujours au moment de prendre leur poste. Et tout ce que nous proposons, c'est de façon très concrète de changer les méthodes de travail de l'intérieur, non pas seulement en s'adressant à un aéropage et d'une élite dirigeante qui a bien entendu évidemment a donné une impulsion, mais dont on sait très bien que si l'impulsion n'est pas suivie d'un certain nombre de moyens et d'actes précis, ne donne aucun résultat tangible. Ce sont bien les salariés qui changent la réalité au quotidien et c'est avec eux que nous travaillons. Alors là, on a, et j'en terminerai, 5 axes principaux d'accompagnement que nous avons mis en œuvre maintenant depuis un peu plus de 10 ans et qui permettent en fait aux collectivités et aux entreprises que nous accompagnons de changer dans les faits et de s'adapter dans les faits de façon pragmatique et pas uniquement de manière décorative, pour le dire vite.
Alors d'abord, les corridors de biodiversité. Hein, il reste 235 000 entreprises industrielles en France, pour ne parler que de la France. Ce sont des sites qui, la plupart du temps, ont une emprise territoriale avec un peu de nature, qui est souvent sous contrôle et très maîtrisée. Eh bien, nous travaillons avec les gens qui iraient en sauvage et qui libèrent, en gros, la biodiversité. Faisant cela, sur un site comme Pocheco, qui est d'ailleurs visitable, hein, nous sommes dans le nord à côté de Lille, vous venez quand vous voulez. Quand vous venez visiter Pocheco et quand les écologues viennent faire des relevés, eh bien, à chaque fois, ils trouvent des nouvelles plantes, notamment une orchidée assez rare que l'on a trouvée récemment, bien entendu des vergers, des forêts comestibles, beaucoup d'essences variées, beaucoup d'oiseaux. Alors, il y a des essences qu'on a apportées nous-mêmes, d'autres qui sont venues avec la pollinisation. Le corridor de biodiversité, c'est aussi, selon une étude de l'université d'Exeter en Angleterre il y a quelques années, c'est aussi l'occasion de gagner 15% de productivité. Les salariés qui sont au contact de l'environnement, de la nature tous les jours dans leur travail sont 15% plus productifs que ceux qui n'ont pas de rapport au vivant. Il s'agit bien de cela. Hein, il s'agit bien de considérer que nous sommes des entreprises qui ne veulent plus se trouver dans une situation hors sol, pour le dire vite. Et donc, se retrouver avec une connexion avec le vivant porte ses fruits dans beaucoup de cas. Bien entendu, on accompagne aussi de manière très pragmatique les entreprises vers des plans de mobilité. Le covoiturage est une nécessité, c'est une évidence, il est faisable, il est réaliste de procéder à des plans de mobilité et de le faire assez vite. En suivant cela, ça n'est pas aussi contraignant que ce que l'on croit. Et ce qui est très intéressant dans le cas du corridor de biodiversité ou du plan de mobilité tel que nous y procédons avec mon équipe, je pense à Édouard Sellier en particulier, à Kevin Franco ou à Elodie Bia et son équipe, eh bien, c'est que nous obtenons des résultats tangibles, très rapides, et cette efficacité est tout à fait à souhaiter parce qu'elle nous entraînera ensuite à gérer des dossiers plus complexes. On pourra à ce moment-là commencer à évoquer en effet l'éco-conception et les analyses du cycle de vie. Nous sommes aussi très engagés pour accompagner les entreprises dans l'analyse du cycle de vie et l'éco-conception, mais c'est plus rugueux, c'est plus long, et donc ça demande des efforts. Et je considère qu'il est très intelligent de commencer par obtenir des résultats rapidement et procéder à des efforts un peu plus complexes une fois qu'on a été encouragé par ces premiers résultats. Alors évidemment, on travaille aussi sur le bâtiment et sur les énergies, en accompagnant là un certain nombre de cabinets d'architectes partout sur le territoire, mais plus particulièrement pour des entreprises industrielles qui doivent reconsidérer l'occupation du territoire et l'activité qui est la leur. Je pense en particulier aux cassoleries Christelle à côté de Besançon, qui avaient une problématique, comme très souvent, d'un espace qui se réduisait parce que la croissance était là. Et la question était, est-ce que l'on rase la forêt de la colline d'à côté ou est-ce qu'on réorganise les flux de production? Et nous avons ensemble réussi à réorganiser les flux de production pour préserver la forêt qui est à côté tout en continuant d'accompagner la croissance de l'entreprise. Et enfin, nous nous sommes aussi beaucoup engagés dans la question de la mobilisation collective. Il s'agit en effet de mobiliser les salariés pour avoir une efficacité à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de l'individu et de son collectif pour en effet avoir des résultats tangibles dans l'adaptation de nos entreprises, de nos activités aux conditions nouvelles du dérèglement du climat. Merci Emmanuel. À 1 minute près, c'est bon. Et maintenant, c'est au tour de Bruno Georges de nous présenter les initiatives en faveur de l'adaptation dans le cadre de la taxonomie. Alors bonjour, alors moi je vais montrer mon écran. Dites-moi bien si vous le voyez correctement. On le voit bien. Parfait. Cette adaptation, alors, un élément de contexte. On a parlé de l'adaptation au dérèglement climatique, mais je pense qu'il faut le rappeler, le dérèglement climatique, c'est un machin qui dure
depuis assez peu de temps. Hein, là, on est remonté à 14 000 ans. Vous voyez, il faisait nettement plus froid qu'aujourd'hui. Et puis, on est avec après le petit âge glaciaire qui était au début de ce millénaire, dans une pente qui monte raide et qui, si on la regarde vraiment très récemment, montre vraiment absolument récemment de manière très, très violente. Et donc, dans cette logique-là, on est parfaitement clair que ça ne tiendra pas longtemps comme ça. Donc, il faut réagir. La taxonomie, c'est une nouvelle grammaire de l'économie de l'Europe qu'il faut intégrer. Et donc, comment trouver le sens à cette histoire-là? Le sens, c'est une chose qui doit être actée et tout le monde sait que c'est sur le carbone, l'énergie, l'environnement. Sauf que le vrai sujet, il est culturel. Et si on ne commence pas par faire ça, on aura peu de résultats. Maintenant, il y a cette notion d'intégrer l'incertitude. On a des cultures depuis quelques dizaines, centaines d'années qui sont historiques, qui sont sociales, bancaires, assurantielles, consuméristes, qui sont des cultures d'ingénierie, d'économie, qui acceptent mal cette nouvelle dimension de nos sociétés. Et je m'appuierai sur quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Edgar Morin, qui a dit « Nous devons apprendre à les accepter et à vivre avec elles ». Je vous ai mis les références de l'article. Un vivre, je le cite à nouveau, c'est naviguer dans une mer d'incertitude à travers des îlots et des archipels de certitude sur lesquels on se ravitaille. Et ça perturbe les gens. C'est pas notre histoire, mais il va falloir apprendre à vivre avec et ça marche bien. Il y a un autre sujet dont il faut parler qui est la croissance. Emmanuel l'a évoqué en filigrane. Hein, on est dans une recherche récurrente de croissance sans arrêt. Quand on entend des chefs d'entreprise, des élus, on dit qu'il faut rétablir la croissance, il faut atteindre la croissance. Est-ce que c'est bien crédible d'imaginer une croissance permanente dans un monde fini? Eh bien non, ça n'a pas de sens à long terme. Donc ça veut dire qu'il faut revisiter cette histoire de croissance et sortir de ce schéma qui n'a pas d'issue réaliste. Alors, bien sûr, il y a les choses qu'on connaît tous, réutiliser, réduire, recycler. Mais à nouveau, on rentre dans une logique de culture, de vision du monde qui est très différente. Et je voudrais à ce sujet-là évoquer deux aspects. Il y a la physique et la mécanique des choses. Et c'est deux choses très, très différentes. La physique des choses, c'est la réalité. C'est beaucoup trop de carbone, c'est le changement climatique, c'est la raréfaction de la ressource que je viens de rappeler qui est finie. C'est le sujet préoccupant comme l'eau, comme la santé qui sont en dégradation très, très forte. Et puis, on oublie trop souvent les impacts directs sociaux et sociétaux qui sont peu intégrés. Et puis, la mécanique des choses, eh bien, c'est les décisions, les arbitrages de nos institutions, c'est les actions des lobbies qui sont cramponnés à l'ordre des choses, puisque c'est leur histoire. C'est une mécanique qui favorise l'immédiateté. On veut que ça soit tout de suite. C'est un retard colossal sur tout ce qui est renouvelable. Et peut-être aussi se rappeler que toutes ces choses sont construites, qu'elles ont été faites, et que de fait, par décision, elles peuvent être aussi défaites. Et puis, une fois qu'on a fait ces constats, qui malheureusement ne sont pas encore assez partagés, et je dis bien, il y a beaucoup de gens qui ont cette conscience de ça, qui ont compris, mais qui culturellement ne sont pas sur la pente d'agir, et agir comment? Alors, la première chose dont je suis absolument convaincu, c'est qu'il faut arrêter de cloisonner. Aujourd'hui, on vit dans un monde avec des ultra spécialistes de à peu près tous les domaines et il faut trouver la manière de mettre plus de transversalité dans l'imaginaire de nos projets. L'imaginaire de nos projets, c'est les gens qui ont les bonnes idées. Je ne dis surtout pas qu'il y en a qui ont des bonnes et puis des mauvaises, même si c'est un peu le cas. Mais avant tout, on passe par un imaginaire et sans cet imaginaire-là, eh bien, on fait de l'intendance, de la gestion, des choses comme ça qui n'arriveront pas à nos objectifs. Alors, la logique, c'est comment on fait ses propres arbitrages. Et ces propres arbitrages, bien entendu, ils sont à l'échelle de personnel, c'est le citoyen, et puis à l'échelle professionnelle. La logique, c'est soit on a des objectifs à moyen long terme, et dans ce cas-là, on est bien clair, c'est bien la physique des choses qu'il faut appliquer. C'est bien aussi prendre un petit peu le risque d'être à contre-courant pendant un certain temps. C'est aussi sécuriser son devenir, c'est durcir ses positions sur des bases qui sont concrètes. La gravité est une réalité physique qui n'est pas prête de s'arrêter alors que des tas d'autres mécaniques le sont beaucoup moins. Et puis, si on a des objectifs court terme, eh bien, il faut suivre la mécanique des choses.
il faut aussi prendre le risque de subir les revers de stratégies qui sont trop fondées sur des objectifs que politiques, donc que court terme et malheureusement pas assez visionnaires. Bien sûr qu'on ne peut pas être 100% d'un côté, 100% de l'autre. C'est un peu ce que nous apprend aussi cette notion de risque. C'est un mix équilibré des deux approches. Peut-être une petite dose aujourd'hui pour les gens qui sont frileux de cette vision long terme, adossée à une vision court terme parce qu'il faut bien faire les salaires tous les jours, tous les mois. Et puis petit à petit, revenir vers un équilibre où on est beaucoup plus dans le long terme quant à ces arbitrages. On rentre donc dans une logique où ce n'est pas un choix. C'est pas un choix, c'est vivre avec ce changement climatique. Il est là, hein, les 70, 80 dernières années l'ont fabriqué, et comment on essaye de le vivre? Eh bien, je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, comment on intègre l'incertitude comme une variable de construction, comme une variable positive. Par exemple, nous, on peut, et on est en train de travailler en ce moment, sur des immeubles de bureaux qui sont mutables et qui, sans investissement notable, et aussi, c'est très très important, sans poids carbone complémentaire, peuvent muter en immeubles résidentiels. Et ça, on est vraiment dans la logique de gérer l'incertitude, puisque qui aujourd'hui sait si à cet endroit-là de la ville et du développement du territoire, eh bien, où on construit des bureaux parce qu'il y a une demande aujourd'hui, où on rénove, c'est encore mieux, eh bien, est-ce que demain, ça ne sera pas du fait de la croissance de la ville ou, comme dans certaines shrinking cities, de l'effondrement de la ville, on ne devra pas avoir du résidentiel. Donc, aujourd'hui, on est dans une logique de plus aggraver et de s'adapter. Plus aggraver, c'est décarboner. Et quand je dis décarboner, c'est beaucoup, souvent, on a des approches techniques de cette chose-là, mais non, on décarbone la finance, l'industrie, l'économie, les mobilités, notre alimentation au quotidien. En gros, il faut décarboner la vie. Une économie qui est plus circulaire, puisque comme on est sur une terre finie, on ne peut plus être dans une logique de croire que cette croissance va marcher. Donc, on réduit d'abord, on réemploie, on fait du recyclage. Conscient de cette logique moyen-long terme pour évaluer les risques, parce qu'aujourd'hui, on évalue les risques avec simplement des visions qui sont malheureusement encore très court terme, malheureusement sans trop intégrer le carbone, réduire les besoins, et on n'est surtout pas dans une logique de bougie et de peau de bête, hein. On est dans une logique épicurienne. Il faut réduire les besoins qui n'ont pas de valeur ajoutée à notre vie de tous les jours, intégrer le territoire, donc des circuits courts, des mutualisations, baisser les niveaux d'énergie. Là, je suis un peu plus dans mon cœur de métier. Par exemple, plus possible d'avoir des chaleurs fatales, et puis être plus transversal. J'ai mis s'inspirer du monde du bâtiment, puisque dans ce monde du bâtiment, on est déjà un peu sur du transversal, et on est déjà un peu avec des responsabilités de décloisonnement. Et ne plus aggraver, c'est aussi rendre plus facile et crédible le point d'après, qui est s'adapter. Donc s'adapter, c'est désinvestir dans les projets carbonés, puisque ceci, à terme, tout est... La question est à quel terme, mais en tout cas, les projets carbonés sont condamnés. Rendre tout, à peu près tout, toute notre vie adaptable, souple, agile, c'est le bâtiment, c'est la construction, c'est l'énergie, c'est l'alimentation, les mobilités. Baisser, bien entendu, les consommations d'énergie, arrêter l'épuisement de la ressource, donc là, tendre vers une économie plus circulaire, investir dans le renouvelable au sens général, travailler ensemble et moins cloisonner, ça c'est la joie, voire la jubilation de l'intelligence collective qu'on ne met pas assez en œuvre, et puis adapter sa propre vie pour le plaisir. Donc dans cette logique, je le redis parce que c'est un credo pour moi, c'est donner envie à chacun de ces transitions, ne pas rester dans l'entre-soi, même s'il est vertueux. Il faut qu'on soit dans une logique d'avoir envie pour que ça puisse marcher. Dans des histoires de mécanique maintenant, s'adapter et agir, eh bien, il faut faire un chemin rationnel. Là, on n'est plus dans l'incertitude, on est dans le rationnel, du diagnostic pour comprendre son impact, le perso et le pro, comprendre par des outils comme l'analyse de cycle de vie et mesurer à la fois l'initial d'un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet de mobilité, d'alimentation ou de construction, et ensuite se projeter à 50 ans, voire à plus longtemps. On est en train de travailler sur des projets où on essaie de faire des analyses de cycle de vie sur 100 ans parce qu'on a pris un certain nombre de dispositions, définir les actions poste par poste
Et puis ensuite, une fois que ces actions sont définies, les inscrire dans le temps de manière réaliste. Vaut mieux moins d'actions, mais sûres et inscrites dans le temps, donc avec des moyens et du management, que on va tout faire et puis ça ne marche pas. Très, très important, se doter des moyens de mesure sur le progrès, puisque si on ne mesure pas, eh bien, on ne sait pas où on en est. Et puis, valoriser ce progrès. Ça va être de plus en plus fort que cette dimension bas carbone, cette dimension conforme à des analyses de cycle de vie, d'économie circulaire, vont valoriser la valeur des entreprises. On est vraiment dans une logique de vision. Qu'est-il possible de faire? Et de pragmatisme, que fait-on tout de suite? Ça, c'est important. Et par exemple, je discutais récemment avec de la banque qui intègre encore très très mal cette dimension carbone dans la mesure du risque. Et aujourd'hui, ne pas prendre la question du carbone en mesurant le risque, c'est simplement louper un des gros entrants, adapter sa vie pour le plaisir. La logique est de se reconnecter au sens de sa vie, au sens du monde. Et pour conclure, passer d'une pratique historique, d'en ajouter pour faire mieux, c'est notre vie, c'est la techno, c'est le consumérisme, on ajoute pour faire mieux, ça ne marche plus, il faut passer à une logique d'en enlever pour rendre acceptable. Et ça, c'est une mutation culturelle qui n'est pas si facile que ça à faire. Il y a Einstein qui disait on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Et qu'est-ce que c'est vrai? Je pense par exemple, et c'est à titre complètement indicatif, du site de Patagonia, qui fabrique des polaires pour faire de la montagne avec des sujets de recyclage. Eh bien, vous voyez, la page d'accueil de son site, c'est pas on est fun, on est ultra performant, etc. C'est un cadeau, plusieurs vies à chaque produit. Là, on a un vrai changement de culture. Merci beaucoup. Merci à vous deux, messieurs. On a eu donc deux présentations très intéressantes et très complémentaires de ce que c'est l'adaptation et comment les critères dont j'ai parlé pour commencer vont pouvoir précisément être utilisés pour aider au financement de toutes les actions dont vous avez parlé, en les prenant, Emmanuel, par un biais, je dirais, extrêmement concret, et vous, Bruno, par un biais beaucoup plus, je dirais, transverse et inscrit de manière verticale. Le but de TRIS, c'est précisément de jouer la transversalité, puisque nous avons tous des métiers différents. Et l'intérêt, c'est précisément de pouvoir non seulement échanger entre nous, mais également travailler ensemble sur des domaines, des sujets, des projets qui vont nécessiter la transversalité, précisément. Voilà, donc merci d'avoir joué le jeu du quart d'heure. Et donc, je me tourne vers Margot pour savoir si nous avons des questions, Margot. Alors, nous avons une première question qui concerne le règlement taxonomie. Le règlement taxonomie ne vous semble-t-il pas trop large quant aux activités concernées? Écoutez, non, je ne crois pas, parce que, enfin, je réponds moi, mais peut-être que ces messieurs veulent compléter ma réponse. Je ne crois pas que ce soit trop large, parce que, alors je ne parle pas du débat gaz nucléaire, hein, qui n'est pas dans notre sujet d'aujourd'hui, qui est notre affaire, sur laquelle on est un certain nombre à avoir un certain point de vue. Mais sur ce qu'est l'adaptation, et Bruno Georges l'a bien souligné dans son exposé, la question culturelle est extrêmement importante. Le changement d'imaginaire, le changement de sens, en quelque sorte, de chacun d'entre nous, c'est fondamental. Par voie de conséquence, d'intégrer toutes les activités qui vont aller dans le sens de cette transformation, c'est essentiel. De la même manière, les activités d'assurance sont majeures. Bruno Georges disait qu'il trouvait que les banques étaient un peu en revers de la main. Je partage ce point de vue, au moins pour certaines d'entre elles. Mais si les compagnies d'assurance s'y mettent sérieusement, je vais vous dire que les choses vont changer, parce que si on vous dit, attendez, vous êtes exposé à ce risque-là, moi je ne couvre pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis, de manière générale, comment est-ce qu'on aide? Ça, Emmanuel l'a bien montré dans sa présentation. À partir du moment où une entreprise va se poser toute une série de questions et faire des investissements d'adaptation au sein de son activité,
Ne sera pas durable l'activité en elle-même, mais le seront les dépenses d'investissement faites dans le cadre de l'activité. C'est quelque chose que je n'ai pas soulevé parce que je n'avais pas trop le temps d'entrer dans les détails. Il y a des règles précises sur ce qui peut être comptabilisé et ce qui ne peut pas l'être. Donc, ce n'est pas nécessairement une activité économique dans sa globalité qui devient verte. C'est un investissement de cette activité-là qui est fait pour rendre résiliente la dite activité. Et ce n'est pas pour ça que entrera dans le cadre de la comptabilité produits verts l'activité de l'entreprise elle-même. Je ne peux qu'abonder en disant il n'y a pas d'activité qui n'est pas concernée. On est tous sur la même planète, il ne faut pas l'oublier. Alors, à ce propos, on a une question qui permet de rebondir. Donc, un participant demande, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait inciter les différents acteurs à intégrer de plus en plus la question carbone dans leurs activités? Messieurs, qui veut commencer? Emmanuel? Oui. Moi, je rebondis sur l'idée qui me paraît vraiment pragmatique du décloisonnement. On ne va plus regarder le problème sous l'angle soit du carbone, soit de tel ou tel axe. L'idée, c'est d'essayer de, si vous me passez la trivialité de l'expression, de monter au balcon et d'avoir en fait un regard qui se porte plus loin et qui peut être ensuite partagé avec l'équipe de l'entreprise. Ce que je pense, c'est qu'il faut en effet décloisonner les sujets, mais aussi probablement questionner le système hiérarchique. Aujourd'hui, pour le dire vite, il est construit principalement sur des systèmes de management à l'anglo-saxonne, dans laquelle il y a toujours un N+1 pour contrôler l'activité d'un N-1, d'un N-2. Il y a toujours, quand on entend nos clients parler, une série verticale de responsabilités, de contrôles multiples. On s'aperçoit à l'usage qu'en rendant plus horizontale la responsabilité, en recréant de l'autonomie dans des équipes de 10 personnes, même dans une multinationale de 100 000 personnes, on trouve une multitude d'équipes de 10 personnes et des modèles de fonctionnement qui permettent en fait de manière ponctuelle d'intervenir et de changer concrètement le comportement dans l'entreprise. Donc, nous disons que la mobilisation collective autour je crois que l'occasion, si vous voulez, qui nous est donnée, est de repenser notre rapport au travail. Et que c'est en fait de ça qu'on parle. C'est-à-dire que pour changer en effet et correspondre mieux aux informations dont on dispose maintenant sur notamment le dérèglement du climat, l'effondrement de la biodiversité ou l'accumulation des déchets, tous ces thèmes-là aujourd'hui appellent en fait à repenser notre rapport au travail, puisqu'il va falloir aussi repenser notre rapport notamment aux matières premières et à l'usage que l'on fait de nos produits. Je pense qu'il y a peut-être un deuxième biais pour faire que petit à petit, des gens qui ont plus de difficultés parce qu'ils ne sont pas dans le bon contexte, parce qu'il y a des tas de contextes économiques très difficiles et se mettre une charge de plus sur le dos, pour certains, peut paraître la folie, c'est de faire que notre économie soit réelle, soit plus réelle, parce que ce carbone va coûter des sommes folles. Ce trop de carbone va coûter des sommes d'apocalypse. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, qui est un impact direct du changement climatique avec des orages, avec une mer qui est trop chaude, donc qui évapore beaucoup plus, et qui fait que d'un seul coup, on a des événements météo qui sont terribles et qui dévastent une région. Bien ça, c'est de l'argent qui est directement du fait du changement climatique. Et c'est aujourd'hui un peu dans la tête des gens, y compris dans nos élus et dans nos communications de médias. Le pont n'est pas fait. Et si on arrive à faire que ce trop de carbone, il commence à avoir un prix pour ceux qui fabriquent trop de carbone,
eh bien, c'est une logique ancienne, certes économique, mais qui va être une incitation forte. Et aujourd'hui, le carbone devrait coûter ce qu'il coûte réellement. Et ce n'est pas du tout le cas. Alors, je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire et que je partage complètement, l'idée que souvent on dit que l'approche du sujet est très différente pour les Européens et les Américains. Je parais m'éloigner de la question, mais vous allez voir que j'y reviens. Pour les Européens, on se fixe un objectif qui est celui des accords de Paris, et puis on essaie de se mettre en ordre de bataille par rapport à cet idéal. Les Américains ne raisonnent pas du tout comme ça. C'est combien ça coûte. Combien ça coûte de faire, combien ça coûte de ne pas faire. Et jusqu'où peut-on faire sans que ça soit un coût exagéré. Et je pense que le mélange des deux approches est très intéressant. Et qu'en définitive, l'approche économico-financière est très intéressante. La taxonomie y participe. C'est la raison pour laquelle le réseau TRIS a proposé de mener à bien ces 8 séminaires. C'est parce que la taxonomie, c'est le moyen d'avoir des financements. Il y a énormément d'argent qui est mis sur la table par l'Union européenne, ça se compte en centaines de milliards d'euros, et par voie de conséquence, entrer dans cette logique a un intérêt économique. C'est d'avoir de l'argent pour financer ces intérêts économiques et financiers, avoir de l'argent pour financer ces opérations. Deuxièmement, l'obligation dans laquelle se sont trouvés les organismes financiers d'avoir à faire des stress tests pour voir quelle était leur solidité par rapport aux risques climatiques est une première étape qui doit être largement développée et diffusée. Le stress test, excusez-moi, climatique devrait se généraliser en réalité. Et l'étape après le bilan carbone, ça devrait être celui-là. Comment est-ce que je résiste, moi, entreprise, au risque climatique? Est-ce que mes actifs sont solides? Est-ce que ma supply chain est solide? Est-ce que tout mon process est solide par rapport au risque climatique? Et c'est tout le sujet de l'adaptation. Le sujet de l'adaptation, c'est la gestion du risque et la transformation qui vient. Et donc, il faut arriver à rendre le sujet vraiment économique et financier pour que les entreprises, quelle que soit leur taille, s'y mettent, il me semble. Corinne, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est exactement notre conviction ici, c'est-à-dire que ce dont un certain nombre d'entreprises vont s'apercevoir, c'est que le modèle sur lequel on fonctionne actuellement n'est pas prêt. Il va y avoir un lendemain qui déchante, le moment où l'on s'aperçoit que quoi que l'on fasse, si l'on veut respecter les règles décrites par le groupement intergouvernemental des études sur le climat, par exemple, un certain nombre d'activités vont devoir être lourdement modifiées. Et notre conviction, c'est qu'à condition d'anticiper ce problème, on doit pouvoir mobiliser l'équipe autrement pour changer jusqu'à changer d'activité. C'est bien de ça qu'on va parler. Quand on change complètement un système, par exemple, on ne l'évoquera pas aujourd'hui, mais du fossile vers le renouvelable, on voit bien, et c'est déjà en cours dans un certain nombre de groupes, on voit bien quelle démarche peut être mise en œuvre. Et là, nous disons, il y a bien une différence dans le système vivant entre la compétition et la coopération. On a beaucoup insisté dans le système actuel sur la loi de la jungle, la compétition, que le plus fort l'emporte. On voit que ce système qui est construit sur la destruction créatrice de Schumpeter est en fin de vie, ne peut pas tenir parce que, Bruno le rappelait tout à l'heure, les conditions du vivant aujourd'hui se réduisent et nous devons donc évoluer. Mais on a trop oublié, c'est ce que nous rappelle Olivier Amand, le biologiste, on a trop oublié la capacité du vivant à coopérer. Et en s'inspirant du vivant, réintroduire la notion de coopération
dans le travail pour changer notre rapport au travail de façon à accompagner notre entreprise jusqu'à changer son objet pour pouvoir en effet adapter le modèle à un modèle qui soit soutenable. Merci. On a une dernière question. Oui. Alors, qui peut mettre en cause la responsabilité des entreprises qui ne respecteraient pas cette obligation? Quel régime de responsabilité applicable? Ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, alors, il y a un début de réponse, petit début de réponse avec ce qu'on appelle la justice climatique et les premières procédures qui se mettent en place sur l'obligation de vigilance. Il y a une décision qui a été rendue par le tribunal de La Haye à propos de la société Shell, qui a donc contraint la société Shell à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est un appel. Enfin, c'était une révolution, cette décision. Et il y a un certain nombre de procédures qui sont aujourd'hui engagées dans le monde sur l'obligation de vigilance, et en France aussi d'ailleurs, pour des entreprises qui ne prennent pas en compte précisément suffisamment la question climatique. Donc oui, il y a un début de réponse à ça. Mais d'un autre côté, il n'y a pas à proprement parler aujourd'hui une disposition législative qui dirait que les entreprises sont contraintes de réduire de temps leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici tant. Ceci étant, ça va venir. Ça va venir, pourquoi? Tout simplement parce que les États européens ont pris des engagements très forts. Nous devons réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre en 8 ans, et colossal. C'est-à-dire ça représente en 8 ans 3 fois l'effort qu'on a fait en 20 ans, à peu près. Et ce n'est pas l'État tout seul qui va le faire, il ne faut pas rêver, bien évidemment. Et ce n'est pas non plus les collectivités locales qui vont le faire toutes seules, c'est nous tous, donc les entreprises. Donc je pense qu'il est inévitable qu'il y ait des règles qui se mettent en place sur des plans de réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre des activités économiques. Alors pour l'instant, c'est un peu en filigrane dans la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et surtout dans la stratégie nationale bas carbone. Il y a des choses qui se mettent en place, mais on est plus dans le système aujourd'hui de l'incitation, pas dans celui de l'obligation. C'est la stratégie SNBC. Par exemple, sur un sujet qui je trouve extrêmement important, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est de l'alimentation. De faire en sorte, par exemple, que l'activité agricole, qui aujourd'hui est un des très gros émetteurs de gaz à effet de serre, 21% du total, devienne un secteur, au contraire, de puits de carbone. Ça se passe déjà un peu avec la forêt, ça pourrait se passer aussi avec l'agriculture. Donc avec l'abandon de l'utilisation des produits émetteurs de protoxyde d'azote, qui est un très gros émetteur de gaz à effet de serre, et avec des méthodes agronomiques de capture de carbone pour constituer des puits de carbone. Voilà. Mais tout ça n'a rien d'obligatoire. On est dans de l'incitatif. Ce qui est bien parce que ça permet de changer les mentalités. Je ne suis pas sûre que ça aille assez vite. Par rapport à cette notion de cinétique, c'est pas sûr que ça aille assez vite, il y aura aussi un autre critère, qui est un critère purement économique, qui bien sûr, lui, n'ira pas assez vite, mais va cogner, excusez-moi du mot, va cogner très très fort, parce qu'il y a des activités, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, qui vont complètement être arrêtées, qui ne vont plus exister. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir aussi, pour les gens qui aujourd'hui manquent un peu de vision, manquent un peu d'engagement, manquent un peu d'analyse du risque en fonction de l'entrant carbone, qui vont se retrouver dans des situations économiques dramatiques. Et c'est exactement le mot qu'évaluait, le mot qui caractérise ça, qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel, qui est la robustesse. Il y a aujourd'hui des tas de secteurs économiques qui ont une robustesse dramatique, même si aujourd'hui il y a des marges très 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 importantes. Quand on va se mettre à faire payer le vrai coût du transport par camion, par exemple, eh bien, ça va faire du problème social difficile à gérer. Et là, il risque d'y avoir des effondrements, mais qui seront complètement sous-tendus par des vieilles valeurs de notre ancienne société économique, mais qui seront quand même tangibles et qui vont faire que ces gens n'existeront plus d'un seul coup parce qu'ils n'ont pas voulu anticiper.
D'où l'importance de l'adaptation. Voilà, si je peux un dernier mot là-dessus, s'agissant de l'adaptation, la proposition que nous faisons pour que nos interlocuteurs puissent réfléchir dans ce sens, c'est nous devons disposer d'informations fiables. Je crois que les scientifiques réunis au GIEC nous donnent cette information. Il nous faut donc nous adapter en fonction d'une information fiable. J'appuie beaucoup sur l'idée que l'information doit être fiable. On ne peut pas partir dans n'importe quelle direction s'agissant de la stratégie d'une entreprise. Ensuite, il faut aller chercher les forces là où elles se trouvent. Faire le changement, ça ne se décidera pas uniquement dans les bureaux de la Commission européenne. Faire le changement, ça se décidera quotidiennement dans l'activité, dans l'action qui sera portée, je le répète, par les salariés. Et pour ça, nous devons questionner fortement les modèles qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont au service d'une idéologie de la croissance, de la mondialisation des entreprises. Si nous questionnons cette idéologie, nous pouvons rendre le pouvoir aux salariés, mais pas de manière révolutionnaire, simplement pour réaliser qu'une entreprise de 100 000 personnes peut commettre, en prenant la bonne direction, des actes tous les jours qui vont avoir des effets pour répondre à la question qu'évoquaient Bruno et Corinne de l'urgence absolue. De l'urgence absolue. Donc, c'est tout le modèle qui doit se questionner et je crois qu'il faut aussi en passer par une réflexion très forte autour de la mobilisation collective des salariés dans les entreprises. Messieurs, merci beaucoup. Je pense que c'était passionnant. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, à ceux qui nous ont posé des questions. Ce webinaire est bien entendu en replay sur la chaîne TRIZ et sur celle de notre cabinet YouTube. Je vous invite à notre prochain webinaire qui aura donc lieu dans 15 jours exactement et qui sera consacré au premier objectif de la taxonomie, la lutte contre le dérèglement climatique. Merci beaucoup et très belle journée à tous. Protégez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.